et bienvenue à l'émission Regard sur notre société. L'émission sera scindée en deux parties. La première partie sur des exemples concrets de ce que peut entraîner la pression du groupe sur des personnes au quotidien. En second point, des études sérieuses sur la pression du groupe, comme quoi elle peut être nocive pour notre santé. D'ailleurs, une petite question avant de commencer, à laquelle nous répondrons en fin d'émission. La pression du groupe est-elle un frein à notre sécurité en ville? Petit A, vrai. Petit B, faux. Vous pouvez dès maintenant appeler la personne de votre choix et tenter de gagner son estime personnelle. Le gagnant pourra rappeler cette personne, ou non, pour lui dire que c'est lui qui a gagné. Et retrouvons maintenant notre envoyé spécial Johan Villeneuve, au fin fond de la Saône-et-Loire, dans un village de 250 habitants. Merci Florian, mais c'est aussi ici que j'habite. Bonjour et bienvenue à tous dans l'émission Regard sur nos jeunes. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la pression du groupe. Nous allons essayer de savoir en quoi la pression du groupe peut-elle vous influencer au quotidien. Une problématique très large à laquelle nous allons essayer de répondre en profondeur. Pour répondre, commençons à savoir de quoi nous parlons. La pression du groupe a toujours existé chez l'homme depuis qu'il est doué de conscience. Prenons l'exemple du meurtre de Britannicus par son frère Néron. Tout le monde à la tablée où Britannicus agonisa ne fit rien, car il savait que s'il ne faisait rien, ils auraient les faveurs du futur roi Néron. L'être humain est le seul animal à se poser la question du regard des autres sur lui. Tout cela, c'est grâce à la grandeur de son cortex préfrontal rapport au cortex entier. S'il est de 7% pour un chien, il est de 17% chez un chimpanzé et de 29% chez l'homme. C'est grâce à cette région bodybuildée de notre cerveau que nous avons la possibilité de parler avec autant d'aisance. C'est cette partie du cerveau qui est le centre des relations sociales. Alors, dans le menu de cette première partie, commençons simplement avec des exemples de la vie de tous les jours. Grand 1, la mode. Petit A, le style vestimentaire, la dictature des marques. Petit B, la gestuelle. Grand 2, la hiérarchie au sein d'un collège. Grand 3, pourquoi les jeunes fument-ils autant? Grand 4, l'apparence physique. Grand 5, les méthodes des vendeuses pour vous faire dépenser plus. Vous apprendrez que la pression du groupe est partout. Elle est l'un des piliers de ce qui fait la complexité de l'être humain d'aujourd'hui. Le style vestimentaire d'une personne est plus ou moins dicté par les lois invisibles que sont la mode, surtout dans les collèges et lycées où ces personnes sont plus influencées par leur groupe. En plus, ils ont une image extrêmement négative d'eux-mêmes. De nos jours, la mode est d'abord perçue comme un mouvement. Une mode naît, grandit, s'étend et s'éteint. Mais il en était autrement au XVIIe siècle quand elle est née. En ce temps, elle était surtout basée sur la manière d'être, la façon de vivre et de s'habiller. Durant cette période, la langue anglaise prit au français le mot façon, qui fut ensuite traduit en fashion. Depuis cette époque, on a l'impression que tout le monde veut suivre la mode, mais tout en restant libre. Mais qu'est-ce que la mode? D'après le dictionnaire, c'est une manière passagère d'agir, de vivre, de penser liée à un milieu ou à une époque déterminée. Plus couramment, de nos jours, on peut dire que c'est tout ce qui est considéré par les leaders comme le mieux. Nous reviendrons sur le thème des leaders très bientôt. Nous étudierons 2 points de la mode. 1. La mode. Petit A, le code vestimentaire, la dictature des marques. Petit B, la façon de gesticuler. Donc premièrement, le code vestimentaire. À ce niveau-là, nous nous intéresserons à un truc presque tabou dans les collèges et lycées, la dictature des marques. La cloche sonne dans un collège de la banlieue parisienne. En 1 minute, une foule d'élèves sortent bruyamment sur le trottoir. Et des marques, il y en a. Une constatation s'impose. Ici, le look est nettement streetwear, pantalon de jogging Adidas ou jean diesel, basket Converse ou Puma, banane Lacoste, sac Espac et petit pull H&M pour faire de bonne mesure. La panoplie est soignée, typée, signée. Elle a dû faire sonner le tiroir-caisse. Pourtant, on est loin des quartiers riches où les parents gagnent des 1000 et des 100. Mais alors, pourquoi de telles dépenses chez les familles dites modestes? C'est pour tenter de répondre à cette question épineuse que nous sommes allés dans le collège privé Jeanne d'Arc à Paray-le-Monial. Mais après quelques minutes d'attention, stupéfaction. Ici, les marques, bien qu'encore très présentes, sont moins portées par les élèves. Leurs parents ont pourtant dû payer pour inscrire leurs enfants dans cette école et ils sont en moyenne plus aisés que leurs homologues dans le collège public de la région parisienne. Mais alors pourquoi un tel sadomasochisme pour les marques qui entaillent votre portefeuille?
La panoplie idéale, l'air de rien, revient de 350 à 600 € pour les garçons et de 250 à 430 € pour les filles. De plus, nous avons remarqué que plus de garçons étaient concernés par le fait. Les garçons feraient-ils plus soin de leur image qu'ils ne veulent bien nous le laisser croire? Et enfin, pourquoi une telle différence entre la région parisienne et Paris-le-Monial? Pour cerner un peu plus le sujet, quelques chiffres d'après l'étude de l'Union des familles d'Europe. Vous êtes 93% à porter des marques. Pour 83% des parents, l'achat de marques pose des problèmes financiers. 62% d'entre vous connaissent quelqu'un qui est rejeté parce qu'il ne porte pas de marque. D'ailleurs, 70% des adultes payent des marques à leurs enfants pour qu'ils ne soient pas regardés de travers par leurs copains. Maintenant, vous devinez à peu près pourquoi les marques se permettent un tarif aussi haut. C'est parce que vous ne pouvez pas vous en passer. Votre fils, votre fille peut-être ne peut pas s'en passer parce que sinon il y a une chance pour qu'on se fiche de lui. Un commentaire de quelqu'un qui a voulu rester anonyme. Quand tu portes trop de marques, on te traite de richou. Quand t'en portes pas assez, on te traite de bolos. Bolos se dit d'une personne d'apparence faible et sans défense qu'on peut facilement gruger où vous voulez. Oula, stop. Qu'est-ce qui se passe? Dans les sondages chez les ados, la fraternité et la générosité sont les valeurs les plus importantes et ils rejettent un camarade parce qu'il porte un t-shirt blanc et un pantalon en tissu. Ils regrettent tous que les marques soient si chères, mais ils tiennent à afficher le logo qui prouve qu'ils ont cassé leur tirelire. Ou la vôtre. Les ados valorisent énormément l'argent. Ceux qui ne la valorisent pas assez rapport à la moyenne sont considérés comme différents. S'habiller en marque est un moyen de se fondre dans la masse sans se faire remarquer. Mais pourquoi les garçons sont-ils plus concernés? Les filles ont des quantités énormes de choix de vêtements qui ne sont pas encore agrippés par les marques. Il est donc paradoxalement plus facile de s'habiller lorsqu'on est une fille que lorsqu'on est un garçon avec un petit budget et si l'on veut respecter un minimum de contraintes. Pour finir, pourquoi une telle différence entre ces deux collèges? Parce que les leaders sont moins nombreux et ils exercent moins leur influence sur les autres, car ils vivent dans un sentiment d'insécurité moins important qu'en banlieue. En effet, en banlieue, les leaders doivent se faire respecter et pour ça ils doivent imposer leur style. Dans notre collège par exemple, le nombre d'élèves n'est que de 300. Il y a donc moins de personnes à, excusez du terme, soumettre. De plus, vu que les leaders sont moins nombreux, ils n'ont pas à se faire la guerre entre eux. Tout cela peut vous expliquer pourquoi votre ado aime-t-il tant les marques et qu'il vous fait payer le prix fort. La façon de gesticuler a toujours évolué au fil du temps. Notre évolution sociale, sentimentale ou notre appartenance à un groupe. Cela fait partie intégrante de notre personnalité, de notre style. Quelqu'un dans une situation sociale oppressante sera généralement recourbé sur lui-même, comme quelqu'un venant de subir un déboire amoureux. Mais la majorité de notre gestuelle est dictée par notre tribu, ses codes sociaux. Les exemples manquants, prenons quelque chose de concret, moi. Un manque de confiance en moi évident et par la pression de tous mes amis qui faisaient les mêmes gestes, je me suis appuyé sur ma jambe droite pour avoir un déhanché assez stylé comme dans les films, et cela pendant plusieurs années. Si bien qu'à la fin, ma semelle droite faisait plus vite que la gauche. J'ai frôlé la scoliose, mais ça aurait pu être pire. Oui, je disais, cela aurait pu être pire. Cela aurait pu être pire si j'avais suivi la mode du sac bas. Pourquoi ces personnes portent-ils ce sac de cette façon? Petit élément de réponse en image. Si vous êtes parent, vous exprimez peut-être quelquefois votre colère quand votre garçon porte son cartable avec les anses tirées au maximum. Vous savez et lui avez expliqué maintes fois qu'elle le portait ainsi et il finira par avoir une scoliose. Et pourtant, il s'obstine à le porter de cette manière. Ne pensez pas que votre enfant est idiot, il sait très certainement quel danger il court et il est peut-être encore plus inquiet qu'il ne veut bien le faire paraître. Il sait aussi qu'en portant son sac serré, cela pèsera moins lourd sur ses épaules. Avec tous ces avantages, on se demande pourquoi votre gars porte-t-il son sac ainsi. S'il pourrait vous répondre, il